Monsieur le Premier vice-président, messieurs les doyens, chers collègues, chers étudiants, chers amis, j'ai le plaisir d'ouvrir ce soir le cycle de conférences et de tables rondes autour de la thématique économie et société. C'est une thématique large et ouverte à une approche interdisciplinaire puisque nous allons examiner un ensemble de questions soumises au regard croisé des théologiens et des économistes. L'idée de ce cycle a été lancée par la faculté de théologie protestante et nous devons remercier particulièrement le doyen Rémi Gounel qui a porté cette initiative. Ce cycle de conférences est co-organisé par la faculté de théologie protestante et la faculté des sciences économiques et de gestion avec la participation de la faculté de théologie catholique, d'où l'alternance des locaux. Donc, ce soir au PEJ ici même, la prochaine séance, dans 15 jours, salle Pasteur, j'imagine. La semaine prochaine, salle Pasteur, pardon, au Palais universitaire. Ce cycle de conférences est soutenu par l'université, notamment, excusez-moi de me nommer moi-même, mais la vice-présidence Sciences en Société dont j'ai la charge, et par le Conseil régional. Ce cycle de conférences est diffusé en direct sur Canal C2, puis en différé sur UTV, qui est la chaîne de télévision interne de l'université. Nous remercions spécialement les équipes de la Dune pour leur collaboration professionnelle et très précieuse pour donner à cet événement toute la visibilité et la publicité qu'il mérite. Je ne crois pas utile de m'attarder beaucoup à introduire le sujet et à en souligner l'intérêt. Tous ceux qui sont ici présents en sont certainement convaincus. Je voudrais juste souligner que l'intérêt de ces rencontres entre économistes et théologiens vient de ce que, à la faveur du dialogue, chacun s'avance hors de son domaine et de son champ de compétences et que chacun peut entendre sur lui-même des choses qui restent inaudibles quand chacun reste cantonné dans ses limites disciplinaires. Il ne sera donc pas véritablement question que les économistes mettent laborieusement en évidence un modèle économique sous-jacent aux différentes religions, ni réciproquement que la théologie fasse la morale aux économistes en exigeant d'eux un quelconque et un certain supplément d'âme. Il sera plutôt question, me semble-t-il, de tenter ensemble une expérience, ce que j'appellerais volontiers une expérience de décloisonnement intellectuel, pour approfondir et enrichir des concepts que l'usage monodisciplinaire finit par appauvrir et user. Comme, selon une célèbre métaphore, une pièce de monnaie, à force de passer de main en main, finit par perdre ses contours. Et bien de la même manière, les concepts perdent peu à peu de leur épaisseur et de la densité au fur et à mesure qu'ils circulent dans la conversation. Alors nous sommes là pour retrouver et interroger cette épaisseur, cette profondeur ou cette densité perdue de certains concepts que nous utilisons quotidiennement. Le concept de gratuité, par exemple, n'a-t-il pas, comme le mot lui-même, quelque chose de commun avec la grâce ? Quel rapport y a-t-il entre le fétichisme de la marchandise et le culte des idoles ? De quelle manière l'éthique protestante, si cela existe d'ailleurs, mais ce n'est pas à moi d'en décider ni d'en discuter, de quelle manière, dis-je, il n'y a pas d'éthique européenne, devrait-il y avoir une éthique protestante ? De quelle manière, dis-je, cette éthique est-elle liée au développement du capitalisme ? Que valent au XXIe siècle les thèses de Max Weber ? Ce sont toutes ces questions passionnantes dont nous vous invitons ici à débattre, et il faut remercier encore les organisateurs pour cette initiative qui nous aidera, je l'espère, à nous orienter dans la pensée et, si j'ose dire, dans nos vies. Donc, très bonne soirée à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Thierry Burger, je suis le doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Et je me permets de vous dire merci d'être venus ce soir au début de ce cycle de conférences où nous allons mélanger les théories religieuses et économiques. L'interlocuteur de ce soir, le conférencier de ce soir, M. Claude Diebold, est directeur de recherche au CNRS. Il a été le directeur du laboratoire BETA, le Bureau d'économie théorique et appliquée, pendant plusieurs années.
C'est également le fondateur de l'Association française de cliométrie, et c'est sans aucun doute l'un des plus grands représentants français, mais également internationaux, de cette discipline qui est la cliométrie, dont je suis certain il nous dira quelques mots. Pour commencer ce cycle sur l'économie et la religion, il nous a semblé utile de revenir sur quelques bases conceptuelles de ce qu'est l'économie, de ce que font les économistes, et peut-être aussi de ce qu'ils ne font pas ou ne savent pas faire. Et j'espère que Claude Diebold saura nous dire quelques mots sur ce sujet épineux, pour que nous ayons des idées claires sur les prochaines conférences que nous allons avoir. Mesdames et messieurs, très bonne soirée. Merci beaucoup Thierry. Bonsoir à tous et je vous souhaite la bienvenue à mon tour à ce cycle de conférences Religion et économie, la crise de toutes les croyances. Alors en accord avec les organisateurs de cette manifestation, mon propos de ce soir sera une petite introduction à l'économie et de manière plus concrète, mon souhait est de vous livrer une réflexion critique, épistémologique de la science économique, son passé, son présent, et si possible esquisser un certain nombre d'éléments de prospective quant à son futur. Mon souhait est également, par rapport à une intervention qui sera manifestement relativement générale, d'également de m'inscrire dans le cycle de conférences en étant une sorte d'apéritif que je souhaite réussi et en abordant un certain nombre de concepts et de terminologie que vous aurez l'occasion de débattre tout au long de ce cycle d'intervention. Pour les plus jeunes d'entre vous, je souhaiterais aussi que mon intervention soit une sorte de sollicitation, une invitation à rejoindre le groupe des économistes ou la communauté des économistes. Je crois que les frontières de la discipline sont relativement, comme cela a été évoqué, mouvantes et vous aurez l'occasion notamment d'ouvrir un certain nombre de brèches et du 109 est plus que bienvenu. Pour les plus anciens d'entre vous, vous verrez lors de mon intervention que j'ai sans doute beaucoup plus de doutes quant à l'économie, aux relations économie et religion que de certitude. Mais en même temps, mon propos de ce soir sera sans doute aussi, dans le cadre de la conférence générale, l'expression de mes propres croyances quant à la discipline économique, des choix épistémologiques, des choix idéologiques que j'ai sans doute dû faire ou qui sont finalement le fruit de ma propre éducation ou de ma propre expérience de recherche dans le domaine. En toute fin de parcours, je serai aussi très heureux de pouvoir échanger avec vous si vous le souhaitez. Donc je serai prêt à recueillir vos suggestions et à répondre à un certain nombre de vos interrogations si bien sûr je suis capable de le faire. Alors pour rentrer dans le vif du sujet de ma présentation, il est toujours un peu délicat dans la vie de tous les jours de se présenter en qualité d'économiste. Puisque si on vous interroge, ne serait-ce que dans la rue, on vous pose la question au fait quelle est ta profession. Et si vous avez le malheur de répondre économiste, c'est ce qu'on dirait en anglais « a conversation stopper ». Donc on passe très rapidement à autre chose en considérant que ce concept d'économiste, ma foi, est synonyme de crise en lui tout seul. Donc pour essayer d'introduire dans le concept économique, je crois que par rapport à une petite introduction à l'économie, le point liminaire ou d'entrée en matière important, c'est déjà de se fixer une sorte de définition ou différentes définitions de la discipline. Et là, le problème est vaste, puisque finalement, de définir une définition qui corresponde à tous les espaces et tous les lieux est, ma foi, difficile. Donc je réponds souvent sur des traits littéraires en disant que sans doute que l'économie est un concept qui chante bien plus qu'il ne parle. En disant cela, je considère aussi que l'économie, finalement, est proche de nous tous, et nous sommes tous concernés par rapport aux disciplines économiques. Et en même temps, nous avons l'impression de nous comprendre en discutant sur les concepts économiques, sans véritablement arriver à en figer, à en fixer un certain nombre de définitions concrètes. Donc mon souhait, dans un premier temps, c'est bien sûr de revenir sur une somme d'événements, de faits concrets qui pourront nous permettre peut-être d'établir une sorte de dialogue par rapport à ce qu'est la science économique ou ce qu'elle peut représenter.
Alors dans mon slide, j'ai commencé à dire quel chemin parcouru depuis l'Antiquité. L'Antiquité en point de référence par rapport à la naissance de l'écriture, bien sûr. Et là-dessus, essayez d'imaginer, si je vous demandais de me lister l'ensemble des faits économiques ou ce qui relève de l'économie depuis l'Antiquité, serait, je crois, une épreuve insurmontable. Donc, pour essayer d'avancer dans la conceptualisation et dans la définition même du concept, j'ai estimé qu'il était utile peut-être de revenir sur notre passé tout proche, et notamment sur l'année passée, et à travers un certain nombre d'événements qui m'ont paru majeurs, que vous considérerez peut-être comme secondaires, de revenir et d'interroger la science économique par rapport à ces concepts un peu clés. Des événements donc qui m'ont paru d'une importance forte et qui doivent nous permettre d'engager la discussion et qui doivent m'amener notamment à une définition de ce que peut être la science économique. Alors, par rapport à 2013, un premier élément qui m'a paru extrêmement important, c'est le shutdown des États-Unis où l'administration, en fin de l'année, ferme boutique. Je crois que c'est un élément qu'on peut qualifier aussi d'économique ou en référence à la dette, au bipartisme américain, où on a eu un gros problème finalement de consensus. On en est arrivé à mettre en chômage technique jusqu'à 800 000 fonctionnaires considérés comme des fonctionnaires occupant des fonctions diverses et notamment secondaires au sein des États-Unis. Je crois que ce point est important et relève notamment d'un point de vue économique de tous les conflits, de toutes les décisions et de toutes les prises de position politiques qui sont, ma foi, nécessaires dans cet ancrage politique. J'ai de la peine à m'imaginer une situation identique, ne serait-ce qu'en France ou en Europe, avec finalement une paix sociale américaine qui, après 15 jours, et un relèvement du plafond de la dette a permis finalement à l'administration de repartir de plus belle. Un autre élément qui me paraît important, qui m'a beaucoup marqué en 2013, ça a été finalement la faillite d'une ville, Détroit. Si vous faites référence à Détroit par rapport à l'administration américaine et notamment la naissance de l'industrie automobile américaine, Détroit a été une ville d'une importance considérable pour le développement d'une nation comme les États-Unis. Et ce point de faillite possible d'une ville est aussi à nous interroger et peut-être d'un point de vue économique à revenir sur un certain nombre de concepts de cycle de vie, puisque que vous soyez ville, que vous soyez entreprise ou autre, vous pouvez être à un moment donné le fleuron d'une nation et peut-être de génération en génération, une décennie après finalement que la ville Détroit a été créée par Cadillac, que la ville ait connu ses heures de gloire, finissent en faillite. Cela aussi relève d'un certain nombre de concepts et de réalités économiques que nous voyons au quotidien. Un autre point important d'un point de vue économique est le ravage de la désindustrialisation, ce qui nous ramène peut-être un peu sur le territoire français, où avec un certain nombre d'entreprises en difficulté extrême. J'ai peine à les citer, mais de tête, Peugeot, Aulnay a eu des difficultés extrêmement fortes. La vente par correspondance, la Redoute ou d'autres ont également eu des difficultés extrêmes et qui relèvent notamment de la question de l'industrialisation ou de la désindustrialisation d'une nation. Mesurez qu'aujourd'hui, quand on parle du concept de production ou d'industrialisation ou désindustrialisation, l'industrie en France représente, en termes de production nationale, à peine 13% de ce que représente finalement la France en termes de richesse liée à cette industrie. Les chiffres étaient bien plus importants il y a une dizaine d'années. Alors si vous le resituez dans une perspective historique longue, vous pourriez presque me dire, est-ce que à un moment donné, cette désindustrialisation n'est-elle pas le fruit d'une évolution de l'économie? On est bien passé des physiocrates au niveau de la richesse, de l'agriculture, de la terre, à une société industrielle. Imaginez un homme du 19e siècle qu'on lui annonce fièrement à un moment donné que peut-être qu'au tournant des années 2000, plus de 2/3 de la population allait travailler dans les métiers du service. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de peine à accepter ce genre de considération.
En même temps, cette désindustrialisation, ou cette industrie qui est un peu balbutiante, a des répercussions au niveau global. Pour la simple raison que l'Asie, aussi en 2013, paradoxalement peut-être pour un certain nombre d'entre vous, n'a plus connu de taux de croissance à 2 chiffres. Et là aussi, par rapport à l'Asie, sur des économies qui étaient avant tout nationales, deviennent de plus en plus internationales. Et à un moment donné, quand je parle d'Asie, que ce soit de la Chine ou de l'Inde, sont également très dépendants, ne serait-ce que des commandes passées en Europe. Donc il y a une sorte d'interconnexion économique qui se joue maintenant au niveau global. La nationale-économie du XIXe siècle, telle que c'était prônée notamment dans des écrits allemands, a bien sûr disparu par rapport à une économie qui est aujourd'hui mondialisée ou globalisée. Un élément peut-être de clin d'œil, vous vous êtes sans doute posé la question vous-même en 2013, que ce soit sur vos fiches d'impôts ou que ce soit sur vos taxes d'habitation ou autres, ou en général, vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que nous ne sommes pas finalement tous des pigeons, des dindons ou des moutons dans un certain nombre de choses dans ce jeu économique ? Est-ce que nous sommes véritablement des acteurs susceptibles de participer à une forme de vie économique ou est-ce que nous sommes finalement tributaires d'un certain nombre de choix qui nous sont imposés, que ce soit par nécessité économique, par volonté politique, si ce n'est par besoin ressenti peut-être par la société ou les hommes en général qui ont passé à un niveau de développement ou d'évolution autre. Ça sera sans doute l'occasion d'en discuter. Un autre point qui m'a paru très intéressant, c'est la folie Bitcoin. Alors, c'est pas trop, c'est relativement récent, mais cette nouvelle monnaie, puisqu'elle a été baptisée de monnaie par la Fed, au niveau de la banque, la Réserve fédérale américaine, pose un problème de fonctionnement et peut-être une alternative à l'avenir. Il n'y a plus d'intermédiaire, puisque vous pourriez vous imaginer sur le site peut-être de Strasbourg, sur la ville de Strasbourg, qu'il y ait des échanges qui se réalisent cette fois-ci non pas en euros mais en bitcoins, avec toute la difficulté aujourd'hui d'une non-réglementation et d'une monnaie qui est considérée avant tout comme, pour l'instant, j'ai de la peine à utiliser un qualificatif qui convieux, par moments crapuleuse ou du moins difficile à réguler. Cette forme de nouvelle orientation économique a peut-être également son sens. Un élément qui a dû vous faire dresser les cheveux sur la tête, ou vous le faites sans doute encore aujourd'hui, c'est que les marchés retrouvent leur niveau d'avant-crise, voire les dépassent. Donc là, encore une fois, est-ce que dans ce jeu économique, est-ce qu'il y a une forme de rationalité? Est-ce qu'il y a des leçons de l'histoire qui restent? Ou finalement, est-ce qu'après une période un peu rude, on repart de plus belle sur un certain nombre de concepts économiques ou de valeurs économiques qui relèvent de croyances, d'idéologies, ou voire de lobbying ou de pouvoir ou de relations de pouvoir extrêmement fortes entre des acteurs qui, ma foi, jouent des intérêts individuels et opposés. Est-ce que tout cela s'inscrit de façon humaniste dans le bien de nos sociétés ou est-ce que c'est finalement une tendance générale qui peut aussi être un processus de sélection naturelle qui nous amène à des sociétés de plus en plus inégalitaires où la répartition des richesses peut-être est aujourd'hui un point d'ancrage et de discussion très fort. Ça relève, je crois, aussi de croyances et d'autres éléments. Deux derniers points. Twitter fait son entrée à la bourse de New York après Facebook. Là, encore une fois, la question que je vous pose, que je me pose, est-ce que ça repose sur une sorte de réalité économique quelconque ou est-ce que c'est un construit finalement relativement fictif? Dernier point, Amazon rachète le Washington Post. Point intéressant, si vous regardez la presse, ne serait-ce qu'au niveau national, des industries de haute technologie aujourd'hui ont le pouvoir de prendre la main sur des organes de presse. Est-ce que cela, en termes d'idéologie, de croyance, a des répercussions, ne serait-ce que les orientations économiques ou les savoirs économiques qu'on peut nous transmettre? Cela donc comme sorte d'entrée en matière sur une forme de définition, ce que pourrait être l'économie aujourd'hui à travers un certain nombre de faits, d'événements qui ont caractérisé le fonctionnement de nos sociétés en 2013. Bien évidemment, si vous prenez un tout petit peu de recul, tous ces faits qui apparaissent aujourd'hui n'ont plus vérité dès que vous remontez un tout petit peu dans le passé, et sans doute que la définition même qui était celle de l'économie sur les siècles passés a évolué elle-même en fonction de l'évolution même de l'économie qui relève aujourd'hui des
comme on a tendance à dire, des sociétés de l'information, de la connaissance ou d'autres éléments plus informels. On a finalement passé un cap de cette période de révolution industrielle à une révolution peut-être désormais d'ordre beaucoup plus informationnel. En même temps, peut-être qu'il y a un cycle de vie qui amène les sociétés, après les exemples que j'ai pu vous livrer, après une période glorieuse de l'industrie, que ce soit chimique, après une période glorieuse de l'électricité, de l'automobile, à passer à une sorte de société d'une autre dimension, avec la problématique très forte qui est derrière tout cela, c'est de savoir comment se crée la connaissance et, encore une fois, comment se crée la richesse dans une société qui aujourd'hui ne repose pas nécessairement sur le concept de production en tant que tel. Alors, dans cette synthèse un peu des différents éléments qui m'ont paru importants de vous rappeler, il y a bien sûr un labyrinthe de définitions possibles. Le premier questionnement que je soumets à votre réflexion est déjà sur l'utilisation de la langue, et du moins des signes oraux et écrits pour communiquer dans le cadre de l'économie. Là-dessus, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui, sans doute que la dominance de la langue anglaise, et je fais un parallèle entre la vie au quotidien et la vie académique, a pris une importance croissante, et l'anglais est devenu, du moins dans le monde académique, incontournable. Peut-être que cela aussi, c'est le fruit d'une histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, sans doute en termes de langue, la langue dominante en économie, c'était beaucoup plus les écrits de langue allemande, sur beaucoup d'écrits. Und vor dem Zweiten Weltkrieg hätte ich bestimmt den gleichen Vortrag heute Abend auf Deutsch gehalten. Aber heute Abend mache ich es jetzt auf Französisch. Und morgen I have probably to switch to English and to give you the same presentation in English. Because if you want to survive in economics today, you have to speak English. Vous voyez que ce passage d'une langue à l'autre est extrêmement important, est devenu finalement l'adage de la science économique, avec, encore une fois, en arrière-fond, ce qui sera mon propos de ce soir, encore une fois, des croyances qui sont aussi fortement liées à des choix linguistiques qui nous ont été plus ou moins imposés, qui sont le résultat d'un certain nombre de réalités économiques, sans doute liées à des nécessités économiques, à des volontés de pouvoir communiquer dans une langue relativement simple et accessible au plus grand nombre. D'un point de vue économique, je pourrais étendre sur les signaux écrits oraux et dire qu'en économie, actuellement, la langue, c'est peut-être même pas l'anglais, c'est devenu beaucoup plus la formalisation scientifique, mathématique ou économétrique sur un certain nombre de données qui aussi a des répercussions très fortes au niveau du quotidien. Pour finir sur ce point, j'ai mis en référence une citation en anglais, « Common language, same way thinking ». Ce point, il est extrêmement important puisque si demain nous partageons la même langue, si finalement nous faisons abstraction des particularités locales, est-ce que dans la pratique de l'économie que nous aurons, est-ce que nous aurons finalement une manière identique de penser et de nous comporter? Alors, je ne suis pas là pour porter un quelconque jugement sur l'Europe, sur l'unification des peuples. D'un point de vue purement général, je trouve que la dimension de rassemblement est extrêmement importante. En même temps, cette conception globalisante et unifiante nous conduit à des comportements qui doivent être similaires, avec finalement la disparition d'un certain nombre de visions ou de pratiques culturelles qui sont datées ou qui sont localisées dans des espaces bien précis. Quoi qu'il en soit, l'économie aujourd'hui, si vous voulez, si j'avais à la définir, essaye notamment de jouer sur les deux flancs de la frontière épistémologique. Là, encore une fois, je m'inspire un peu de la philosophie allemande de la fin du XIXe siècle, de Wilhelm Dilthey, entre erklären et verstehen, entre expliquer et comprendre. Je crois que la démarche même entre les deux concepts est relativement éclairante, puisque le côté explication, extrêmement formalisé, et plus du côté normatif. Alors en termes concrets, j'allais dire que finalement, d'un point de vue normatif, le modèle tel qu'on pourrait vous le proposer est le modèle idéal dans lequel la société devrait fonctionner. En même temps, la société ne fonctionne pas nécessairement comme le modèle. Et là, le facteur de compréhension est extrêmement important.
Si comme économiste, je suis capable de vous produire un modèle économique tel que la réalité devrait être et que vous ne rentrez pas dans mon modèle, à la rigueur, mon modèle est sans doute une sorte de construction proche de l'art, une sorte d'intellectuelle forêt éclairante, mais dans laquelle finalement la société aura de la peine à s'y retrouver. La définition qu'on retient en général donc pour l'économie reste relativement vaste. C'est l'emploi et la répartition des ressources rares pour la satisfaction des besoins ou des désirs des hommes et des femmes vivant dans une société. Si vous acceptez cette définition très large, finalement, vous pouvez l'adapter à toute période historique. Et ce qui est peut-être encore plus crucial et que je soumets encore une fois à votre interrogation, est-ce que ça voudrait dire que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes vers une tendance de l'économisation de tout ? Et en économie, dans la recherche académique, ça a été du moins une sorte de diversification de la recherche. J'ai parlé de recherche académique protéiforme. Aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'économie des transports, de l'économie de la culture, de l'économie de la santé, de l'économie de l'éducation, de l'économie de tout ce que vous voulez finalement, du bien-être, du mal-être, sans doute peut-être un jour, sur un certain nombre de concepts. Est-ce que cette orientation éparse a été finalement ces spécialisations en termes de croyances? Est-ce que ça nous a permis, en termes de pratique de la recherche, que ce soit pour être un guide pour le prince, comme je l'appelle, ou en termes de politique économique, est-ce que cette ultra-spécialisation a permis finalement d'affiner les résultats de nos recherches pour être plus performants au niveau des spécialités, ou est-ce que ça a créé une sorte d'anomie? Alors je vais définir le concept. Anomie a été utilisé pour la première fois par Durkheim, quand il étudiait notamment son ouvrage sur le suicide. Alors l'anomie, c'est une sorte de remise en cause des valeurs, des normes propres à une société qui conduisent au suicide. D'où mon interrogation, est-ce que finalement cette ultra-spécialisation, ce manque de regard un peu global sur l'économie, sur sa dimension historique actuelle, celle de demain, est-ce que ça va créer finalement plus de chaos, de bruit, ou une sorte de vision scientifique plus fine? En même temps, je mesure tout à fait que l'homme peut-être universel du 19e siècle et qui avait cette faculté de pouvoir réunir les différentes sciences et d'avoir une vision encore relativement globale de ce qui peut se faire est aujourd'hui un exercice quasiment impossible à réaliser. Quoi qu'il en soit, l'économie, d'une manière générale, reste un mélange d'interrogations scientifiques. Et ces mélanges d'interrogations scientifiques qui devraient attirer votre attention, là encore une fois, j'aurais pu détailler à l'infini, un certain nombre d'éléments qui me paraissaient importants, c'est actuellement, ou du moins en économie, l'utilisation du concept de capital, et notamment pour définir ce qui pourrait engendrer ou ce qui pourrait générer la croissance économique de demain. Est-ce que pour générer de la croissance économique, il faut investir dans le capital physique ? Beaucoup de politiques économiques ont été mises en œuvre en disant que finalement l'accumulation de capital physique devient subsidiaire par rapport à l'accumulation de capital humain. Une fois dit, par rapport à cette accumulation de capital humain et de savoir technologique, comment se transmet véritablement nos politiques économiques. En forçant un peu le trait, je pourrais dire, est-ce que ça a été, pour les plus jeunes d'entre vous, une mesure de politique économique et éducative utile de pousser 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, 50% au niveau de la licence? Est-ce que le diplôme fait encore sens? Est-ce qu'il correspond à une véritable compétence? La société attend un niveau de culture générale, un niveau de compréhension de plus en plus important, mais est-ce que cette accumulation de capital humain, de capital social aussi, démographique, va générer une croissance économique de plus en plus importante, de nouveaux entrepreneurs? Est-ce que finalement, par rapport à l'innovation dans des périodes de difficulté, d'investir dans le capital humain, est-ce qu'on fait le pari finalement de peut-être donner la chance à un certain nombre de jeunes de devenir les innovateurs de demain qui vont créer peut-être la richesse, que ce soit dans les hautes technologies ou dans l'industrie, si vraiment un avenir dans l'industrie il y a. Ou alors, faut-il jouer sur le pan du capital financier tel que cela a été fait de façon systématique? Là aussi, de façon peut-être un peu en provocation, on pourrait se poser la question en période de difficulté économique. Si vous étiez acteur ou aviez la main en termes de politique économique, faut-il jouer sur les indicateurs financiers pour essayer de relancer la croissance, générer plus de capital humain
et finalement permettre à des pays de se développer, ou faut-il investir dans les indicateurs de capital humain, de capital social, pour que par la suite, au niveau des capitals financiers, ils puissent finalement se développer. C'est le problème de la poule ou de l'œuf, finalement, qui va pousser qui. Et là, encore une fois, par rapport à des thématiques générales qui nous concernent, alors moi, je reste à un niveau très abstrait, je ne suis pas dans la position d'un décideur, mais vous l'aurez compris, en fonction des croyances que vous avez, de la position idéologique que vous défendez, vous allez très probablement défendre des investissements de capital humain pour générer des externalités positives, de l'innovation et de la croissance. Et si vous êtes de l'autre côté de la barrière épistémologique, vous aurez sans doute tendance à dire que accumulons du capital financier et les retombées seront très bien ou de bon augure pour la suite de l'évolution de nos sociétés. En extension à cela, il s'agit également pour un économiste de trouver finalement quels sont les mécanismes qui garantissent à une économie de marché une croissance de longue période, ceux notamment qui permettent de favoriser les délocalisations. Est-ce que les délocalisations sont un bien ou un mal pour l'économie? Est-ce qu'on en reste uniquement au niveau de la mesure? Est-ce que l'humain disparaît dans tout ce calcul économique? Je ne suis pas persuadé que si demain on me demande de prendre un poste de directeur de recherche en Inde, je sois particulièrement motivé pour me déplacer, même si finalement les possibilités de carrière ou d'emploi se trouvent là-bas. De favoriser aussi les harmonisations fiscales, de combattre toute forme de criminalité, ou alors aussi d'éviter ce qui vient de façon récurrente, toute forme de fracture sociale ou de chômage technologique. Juste un mot sur le chômage technologique, c'est un élément qui traverse l'histoire de façon assez intéressante. Alors en tête, j'ai notamment après les phénomènes de révolution industrielle, déjà avec un certain nombre d'auteurs, je citais Sismondi de Sismondi, mais bon, ça a peu d'importance, c'était beaucoup interrogé, notamment sur le rôle du progrès technique. Est-ce que le fait d'introduire à un moment donné ce progrès technique, ça ne va pas finalement générer plus de chômage que d'emplois neufs? Vous pourrez le repousser dans les différentes périodes de crise économique, aujourd'hui aussi. Ça a sans doute été le cas. Est-ce que le fait qu'un certain nombre de services qui avaient été occupés par des emplois tout à fait honorables, le fait de les faire disparaître au profit d'une machine ou d'une technologie nouvelle va finalement générer de l'emploi ou pas? Il en faudra bien des gens qui créent ces machines pour les faire fonctionner, mais en même temps, est-ce que l'objectif de plein emploi sera réalisé dans cette optique-là? Ce sont ce genre d'interrogations scientifiques qui sont celles des économistes en général et qui, si je me permets une parenthèse, je voulais le faire un peu par la suite, qui nous éloignent quand même très fortement, notamment du financier en tant que tel. Et moi, je reste convaincu qu'un économiste n'est pas nécessairement un financier n'est pas nécessairement un économiste. Ce sont des points extrêmement importants par rapport à la finalité même de l'activité de recherche ou des intentions de recherche et des croyances qui sont développées dans différentes professions. En même temps, l'économie a ce besoin de finalement, pour essayer de trouver des orientations positives et orienter l'économie de manière générale pour les décennies à venir, a longtemps cherché une sorte de loi générale de fonctionnement de l'économie. Et là, à un moment de la réflexion, l'économiste a dû faire appel à un certain nombre de conceptions universelles, refusant par exemple toute forme de temps ou d'espace pour aboutir à une forme de fondation qui puissent être acceptables par l'ensemble de la communauté et qui sont considérées comme vraies, sur lesquelles on peut bâtir. Donc c'est encore une fois du ressort des croyances, d'un certain nombre de conceptualisations qu'on considère comme vraies et sur lesquelles on peut finalement bâtir un certain nombre d'hypothèses, de modélisations qu'on confrontera par la suite au niveau de la réalité. Un élément fondamental pour cela a été pendant longtemps et toujours le marché, finalement, qui a permis, de façon consciente ou inconsciente, en fonction des fonctionnements, de permettre à l'économie de traverser les siècles sans nécessairement beaucoup de heurts. En même temps, ce qui a peut-être aussi posé un certain nombre de problèmes, c'est que l'économiste a souvent une représentation relativement réductrice du système social, où l'homo economicus, ou du moins l'acteur rationnel tel qu'il se situe dans le jeu de l'économie, est montré comme un phénomène finalement emblématique du fonctionnement de l'économie. Alors homo economicus, c'est une forme de rationalité que vous auriez tous, et si nous tous,
nous maximisons notre utilité individuelle. Si tous nous avons intérêt à trouver notre bonheur ou notre intérêt à un moment donné, nos rationalités individuelles cumulées feraient une sorte de rationalité collective qui nous permettrait peut-être de fonctionner de façon plus efficace au niveau de la société. Vous l'aurez compris, là aussi, un certain nombre de considérations épistémologiques et idéologiques très fortes sur ce qu'est l'homme, finalement, dans son comportement, dans sa rationalité, à aborder les relations d'intérêt et les relations économiques en général. Lié à cela, je crois que la discipline des sciences économiques a subi un certain nombre de très grandes fractures idéologiques. Aujourd'hui, parler de marxisme, moi je fais encore sans doute partie des étudiants qui, durant leurs études, ont eu droit à des cours sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit sur le chapitre 13 du Capital de Karl Marx. Je ne suis pas certain que beaucoup d'étudiants en économie aient encore l'occasion de toucher au livre 3 du Capital. Je ne sais pas s'ils ont mesure que ce livre existe. En même temps, il y a un certain nombre d'idéologies qui ont disparu par rapport au tout économique, au tout marché. Alors, je ne demande pas du tout de revenir en arrière, c'est sans doute dans le processus évolutif qui a mené à la fin d'un système que je ne crois pas communiste, mais du moins socialiste, et qui a coupé court à toute forme de débat idéologique, du moins sur le fonctionnement de l'économie, qui serait pour l'essentiel libéral, peut-être beaucoup plus individuel, et qui génère sans doute de la croissance, mais avec une exclusion relativement forte. L'institutionnalisme aussi, très important. Est-ce que les institutions sont importantes pour soutenir le marché ou est-ce que le marché, finalement, peut être un autorégulateur de son propre fonctionnement? L'exemple que je vous donnais au tout début avec la nouvelle monnaie, le Bitcoin, ça pourrait être finalement cet exemple, où l'idée d'un marché qui permettrait de réguler de façon plus ou moins avec un minimum de contraintes les échanges entre les acteurs. D'un point de vue purement intellectuel, je trouve que la construction est fort intéressante, mais sans convention, sans normes et sans règles, donc sans institution. Je pense qu'un tel édifice est voué plus ou moins à son propre échec, du moins à long terme. Alors, l'économie a également des démarches de recherche complémentaires. Je vais aller très vite sur ce point. L'économie s'est développée d'abord en opposition entre de la macroéconomie et de la microéconomie. Microéconomie plutôt l'agent, l'entreprise, et la macroéconomie beaucoup plus sur des comparaisons de nations, de pays ou de groupes de pays. Un point important. Aujourd'hui, je crois que les frontières sont beaucoup moins fortes entre les différentes disciplines. Un débat qui est systématiquement récurrent aussi, comment introduire du qualitatif dans une discipline du moins académique, dans le quotidien où l'économie est purement quantitatif. Je pense que si vous lisez les journaux, que vous regardez la télévision ou autres sources d'information, vous êtes abreuvé de sources d'information sans aucune possibilité finalement de contrôle. Je reviendrai sur ce point. Exogène versus endogène, là je mets la guerre est-elle déclarée, puisque à un moment donné, de façon un peu anecdotique, est-ce qu'il faut étudier les facteurs endogènes ou les facteurs exogènes pour comprendre la dynamique économique? Souvent, que ce soit dans la crise des années 30, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas. Pour la crise des années 30, c'est clair que la guerre ou l'économie de guerre a été une solution qu'on peut appeler exogène par rapport au système, mais qui a rétabli notamment le plein emploi. Le New Deal américain a été plus ou moins un échec, ou du moins une réussite à demi-teint. Pour ce qui est de l'Allemagne, sans en rentrer dans les détails, vous savez très bien que par rapport à la Seconde Guerre mondiale et autres, notamment la politique du Troisième Reich a permis de générer du plein emploi avec toutes les conséquences qu'on y connaît. Ça a pu être des croyances, des idéologies qui ont permis de sortir de la crise. Donc le rôle de la guerre, sur le très long terme, il m'est difficile de le développer ici, mais si vous pouvez le suivre, ne serait-ce que sur l'histoire humaine, vous verrez que systématiquement, les effets ont été par moments salvateurs, ne serait-ce que pour sortir des éléments de crise économique, ce qui pose un problème de fond. Facteurs réels et facteurs monétaires, là aussi, pour générer de la croissance ou de la richesse, faut-il insister sur les facteurs réels de l'économie ou jouer uniquement sur les facteurs monétaires? Les oppositions sont fortes, là aussi, en fonction des écoles de pensée. On en revient à mon propos sur la poule ou de l'œuf, sur quel indicateur il est plus essentiel de mettre l'accent pour essayer de générer une croissance économique majeure. Croissance et
croissance et cycle, ce point également très important. Qu'est-ce qui permet de générer de la croissance? Est-ce que finalement l'économie n'est qu'un éternel cycle? Là aussi, différentes thèses sont en opposition. Vous pourriez retrouver finalement un certain nombre de régularités sans retrouver le cycle des sciences dures, mais avec des processus historiques qui se seraient succédés, avec à des périodes historiques diverses. Statique et dynamique. Encore une fois, le regard que vous portez sur l'économie, si vous le faites à très court terme, vos enseignements seront peut-être fort différents de ceux que vous pourrez faire à moyen-long terme. Un exemple concret par rapport à cette dynamique-là, est-ce que les chiffres qu'on vous donne régulièrement sur le chômage en France, d'un point de vue statique, est-ce que ça a un quelconque sens? Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le situer dans une dynamique relativement plus longue pour voir que finalement, sur 6 mois, des progressions de chômage ou autres relèvent véritablement d'une reprise de croissance, d'une réduction de chômage, ou ne sont que le jeu d'un certain nombre de données chiffrées. Tous ces points sont bien sûr de l'ordre des interrogations de l'économiste. Alors, mon souhait était d'arriver à ce point important que finalement la Wertfreiheit en allemand, ou du moins l'objectivité, n'est toujours en économie, malgré notre volonté de trouver la vérité. Mais la vérité, je ne suis pas sûr qu'elle soit de ce monde, ou du moins la vérité de l'instant sur un certain nombre de considérations est toujours hautement probable. Et l'économie, en forme d'interrogation, je ne vous donnerai pas nécessairement ma position personnelle là-dessus, est-ce que l'économie n'est pas avant tout politique et guidée par rapport à des croyances, des choix et des orientations politiques qui auraient permis finalement aux nations de se développer. Alors économie politique et sciences politiques, il y a bien sûr une sorte de volonté très ferme d'aboutir à une forme de science économique qui voudrait dire aussi de générer des lois, des modes de fonctionnement pour l'économie qui permettent peut-être de mieux comprendre demain, mais surtout, si l'économiste a un sens, d'essayer de trouver des éléments de prospective ou du moins des hypothèses favorables pour envisager le futur. En définition générique, j'aime beaucoup celle donnée par Keynes, qui considère que finalement l'économiste est un tant soit peu mathématicien, alors qui sait faire des modèles ou du moins qui les comprend, qui peut aussi les enseigner sur différentes considérations, de montrer qu'il faut parfois des formalisations théoriques de très haut niveau qui permettent de décrire sans doute un monde idéal ou du moins un fonctionnement d'une entreprise, d'une nation de façon idéale. Historien, pour ne pas oublier wie es eigentlich gewesen ist, tel que les choses se sont réellement passées, comme le vieux Ranke, de revenir à un certain nombre de faits historiques. Homme d'État, être aussi convaincu que toutes les décisions finalement qui sont prises en économie sont aussi des décisions fortement liées à des choix politiques extrêmement forts. Et philosophe, en se disant que la vérité est sans doute ailleurs, ou du moins la recherche de la sagesse, en soulevant un certain nombre de doutes, en mesurant que tous les choix qui sont faits sont aussi des choix qui vont finalement orienter la vie de la cité, de la société en général. Alors cela amène finalement les économistes d'un point de vue général et l'économie à avoir des rapports assez complexes avec les autres disciplines des sciences exactes ou des sciences sociales. Souvent, l'économie a cherché une sorte d'autonomie dans son mode de fonctionnement. Et là, encore une fois, en référence à des auteurs allemands, je crois que l'économie a essayé, contrairement au souhait d'Émile Durkheim, qui voyait à travers les sciences humaines et sociales une sorte de réconciliation, d'unification à travers l'histoire, l'économie a cherché finalement une autre forme de développement en essayant de se rapprocher non pas des Geisteswissenschaften, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être beaucoup plus les Kulturwissenschaften, les sciences de la culture, mais bien plus des Naturwissenschaften, des sciences de la nature et des sciences dures, comme on les appelle en règle générale, via un langage souvent mathématique qui devait donner finalement plus de scientificité à la discipline, avec par moments une articulation extrêmement rigoureuse d'un point de vue formel, avec des orientations, des choix et des propositions fort lucides, mais sans doute un manque de contextualisation, à mon sens du moins, pour orienter la politique économique en général.
Dans l'ère du temps, c'est peut-être aussi finalement l'évolution même de la science économique, et je crois que ce processus atteint désormais toutes les sciences. C'est une profession qui a beaucoup changé, et la recherche a beaucoup changé dans nos domaines. Alors je cite ici, je reprends deux concepts de Max Weber, entre Beruf et Berufung, entre le métier et la vocation. Je pense que, à titre personnel, il y a plus de 20 ans, j'ai choisi de faire de la recherche ou d'être chercheur au CNRS pour faire de la recherche et pas nécessairement être contraint dans des processus d'évaluation tels qu'ils sont mis en œuvre actuellement, aussi pertinents soient-ils, que j'y adhère ou pas, que j'accepte finalement de jouer le jeu ou pas, d'être lié à des contraintes d'évaluation qui amènent la profession finalement à des stratégies de publication diversifiées de plus en plus fortes et qui ne sont pas nécessairement générateurs de niveaux de connaissances beaucoup plus importants. Alors cela conduit à une pléthore de publications en économie qui peut aussi finalement être le fruit d'un certain nombre de stratégies de développement de la discipline, mais qui est déconnecté par la suite par la réalité et par le choix que pourrait faire le chercheur de trouver des solutions à des problèmes très précis, que ce soit de croissance ou de crise, puisque le quotidien vous rattrape très vite en termes de carrière, de progression de carrière, où vous avez besoin de publier pour survivre, publish or perish. Donc sur un certain nombre d'éléments. Et le processus de conseil au prince est finalement, du moins en France, sans doute légèrement dévalorisé et mériterait peut-être une attention plus importante que la profession puisse également être valorisée dans ses conseils au prince dans une acceptation relativement large. Alors en économie se pose la question de comment tester. Là aussi, différentes possibilités nous sont offertes. Est-ce qu'il y a un souhait d'une sorte de théorisation qui est une sorte de tentative de réfutation du savoir acquis. Cela peut poser des problèmes extrêmement importants en économie, puisqu'il y a des vérités, ou du moins des écoles de pensée, ou des idéologies qui se reproduisent de génération en génération. La vérité étant difficile à établir, il y a des vérités hautement probables qui subsistent et qui, par la suite, ont bien de la difficulté à être réfutées une fois que les faits arrivent à les remettre en cause. C'est sans doute lié aussi à des choix des indicateurs, comme dans d'autres disciplines, où souvent on s'appuie sur des indicateurs agrégés qui sont extrêmement pertinents. On parle souvent du PIB comme indicateur représentatif de la croissance économique des nations. Il y a des comparaisons de PIB importantes qui sont faites avec, au sein même de la définition du concept, une évolution du contenu même de la production de la richesse. Comment comparer finalement les productions industrielles sur le très long terme avec ce que représente aujourd'hui la production de la richesse. L'économie a tenté de répondre aux stratégies des acteurs et au niveau de l'évolution de la discipline en tentant une forme d'expérimentation proche des Naturwissenschaften, une sorte de test en réel, avec le développement notamment des champs de la pensée économique tels que l'économie expérimentale, qui avait comme objectif finalement de mettre l'acteur en face de ses choix et de regarder en forme de rationalité de comportement quelle était finalement l'orientation idéale à mettre en œuvre dans le cadre des études économiques. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à cela ? Nous ne sommes pas en sciences dures, donc il est bien difficile de reproduire des phénomènes historiques datés. Je ne peux pas vous proposer de refaire la Deuxième Guerre mondiale et de vous tisser l'image qu'aurait été l'Europe si l'Allemagne avait gagné. Donc, mais en même temps, sur un certain nombre de scénarios contrefactuels, cela peut être le cas, notamment sur des politiques monétaires telles que cela a été testé. Je crois que les leçons de l'histoire ont été relativement éclairantes là-dessus. Est-ce qu'une intervention, une politique expansionniste, notamment des banques centrales, aurait à éviter des situations comme dans les années 30 ? Je crois qu'à court terme, le projet a été réussi. À moyen terme, ça a été plus difficile, puisqu'en termes de gouvernance ou d'action politique, on n'est pas nécessairement allé au bout de la démarche et on aurait sans doute dû imposer un certain nombre de contraintes beaucoup plus fortes au niveau de la régulation financière et monétaire des différents États. En économie, également un point extrêmement intéressant, faut-il rejeter finalement une théorie lorsqu'elle est en contradiction avec les faits ?
Ça, c'est un problème très complexe puisque la théorie peut être vraie et les données ne peuvent pas nécessairement vous permettre de la valider. En même temps, là-dessus, l'économie est peut-être beaucoup plus en termes de croyances, se différencie des autres sciences. Je crois que si demain vous avez un nouveau Newton ou un nouveau Einstein qui aurait une tendance à faire des innovations en sciences physiques, les anciens auteurs feraient partie de l'histoire des sciences avec des découvertes fondamentales et on passerait finalement à un nouveau paradigme, à une nouvelle évolution du concept. En économie, c'est plus compliqué. Sur les 200 dernières années, j'ai l'impression que les débats sont toujours récurrents. C'est les mêmes thématiques qui arrivent avec des oppositions relativement fortes. Des solutions sont possibles, mais avec des croyances et des idéologies opposées et qui aboutissent systématiquement à une sorte d'affrontement extrêmement violent, que ce soit au niveau de la communauté des économistes ou au niveau des choix de politique économique à mettre en œuvre. Autre débat par la suite, est-ce que finalement il faut une régulation inconsciente du système ou comment arriver à une sorte de régulation consciente du système? La seule situation française que je perçois, ou du moins de régulation consciente, mais c'était fort agréable, sans doute à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec les 30 glorieuses à la Fourastier, on avait des périodes de croissance où chaque année, si j'avais été prévisionniste à l'INSEE, ça aurait été relativement facile de prévoir finalement les taux de croissance des années suivantes. Mais l'économie est plus complexe et les interconnexions n'ont pas permis finalement d'avoir cette vision, cette dynamique historique relativement longue. Alors que reste-t-il du passé? Alors, je me suis interrogé s'il y avait une sorte de Big Bang de l'économie et s'il existe où il est. Souvent, dans la discipline, pour votre gouverne, on cite notamment le Big Bang autour d'Adam Smith, qui aurait été une sorte de père fondateur de l'économie. Encore aujourd'hui, beaucoup de concepts reposent sur ce père fondateur, où on a sans doute lu en tort et à travers son ouvrage, en y mettant un certain nombre de présupposés très généraux un certain nombre d'éléments auxquels lui-même n'avait sans doute pas pensé ni adhéré. Alors, peut-être pour avancer sur ces éléments très rapidement, il y a eu un passage des classiques au néoclassique qui a notamment été, en termes de dépendance au passé, extrêmement important, puisqu'à travers Adam Smith, peut-être que les concepts de l'économie tels que nous la pratiquons aujourd'hui, ou du moins les choix qui sont faits aujourd'hui en termes de gouvernance, de politique économique, sont aussi le fruit des leçons de l'histoire ou des choix historiques qui ont été faits il y a 200 ans et qui se sont répercutés de génération en génération avec apologie du libéralisme, analyse en termes de prix, le comportement du marché, hypothèse de rationalité, recherche d'équilibre, etc. La vraie rupture, en ce qui me concerne, se situe bien plus au niveau ce que j'appelle du Methodenstreit, pour aboutir à l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui et qui est faussement symbolisée, telle que je l'ai marqué, avec une sorte d'opposition entre une économie qui serait très inductive et une économie qui serait déductive. À vrai dire, le problème recherché dans cette optique de sciences économiques, je crois que ça a été le cœur de la discipline, c'est de revenir à l'essence même de la discipline et trouver le point de départ, l'essence même des sciences économiques sur lesquelles on pouvait finalement bâtir. Les chimistes sont arrivés, plus ou moins avec une centaine d'atomes, à donner une représentation de l'univers sur un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, je m'exprime en français avec l'alphabet français en 26 lettres. Est-ce qu'à un moment donné, l'économie pourrait trouver un certain nombre de concepts de base sur lesquels on peut bâtir pour aboutir à finalement des briques de l'univers économique, tel que je l'ai appelé, à une sorte d'alphabet économique sur lequel on pourrait décliner un certain nombre de vérités et guider la politique économique, non pas de façon inconsciente, mais de façon consciente. Parce que de génération en génération, on a l'impression, plus ou moins, de refaire les mêmes efforts et les mêmes erreurs pour aboutir à des niveaux de développement plus ou moins importants. Une opposition là-dessus dans le Methodenstreit pour aboutir à cette vision-là était d'un côté Karl Menger et de l'autre Gustav Schmoller. Et l'idée, encore une fois, c'était de donner une forme d'interprétation, une représentation de l'économie et de l'analyse économique en tant que telle.
Menger, ce qui donnera par la suite naissance à l'école néoclassique, avait notamment comme ambition de considérer que l'économie, dès qu'on parle d'économie, on parle d'individualisme méthodologique, et que finalement c'est la rationalité de chaque individu qui permet de comprendre le fonctionnement de la science économique qui serait gouvernée par une sorte d'orientation et de régulation par le marché. Schmoller, les Allemands en opposition par rapport à ça, étaient bien plus critiques en considérant qu'on ne pourra jamais arriver à une sorte de loi de fonctionnement de l'économie et qu'il faudrait prendre en considération notamment toute dimension d'espace et de temps qui permettent notamment d'intégrer les institutions et de considérer que l'économie est aussi gouvernée par un certain nombre d'institutions qui permettent aux hommes de vivre en société de façon relativement équilibrée. Il y a une rupture intellectuelle et épistémologique qui a eu lieu dans les années 30 également, qui ont eu des conséquences extrêmement importantes sur la discipline, avec des projets de création de revues, tels que je la cite ici, notamment pour Econometrica, avec une prise en compte de la dimension historique extrêmement forte dans la plupart des travaux, que ce soit marxistes, néoclassiques et notamment keynésiens. Une profondeur historique qui s'estompe et qui aujourd'hui laisse peut-être par rapport à aussi peut-être une difficulté à répondre en termes de politique économique, une place extrêmement importante à une forme d'approche très normative, modélisée, telle que le système économique idéal devrait finalement exister, sur lequel on pourrait bâtir une réalité, mais une réalité qui s'enfuit et qui s'échappe par rapport à ces construits théoriques, ma foi, fort complexes. Les retombées actuelles de ces considérations, telles que je les perçois, et en ce qui me concerne, une non prise en compte trop systématique, je crois, des leçons de l'histoire, et notamment tous les éléments des phénomènes de dépendance au sentier, ou du moins de dépendance au passé. Il y a un certain nombre de choix politiques, d'innovation ou institutionnels qui ont été faits et qui se reproduisent de génération en génération et qui, ma foi, ont de l'importance dans l'analyse des différents éléments économiques tels qu'on peut les analyser. Pensez à vos claviers d'ordinateur, c'est l'exemple le plus connu. Vous avez sans doute un clavier AZERTY. Pourquoi vous n'avez pas un clavier alphabétique A, B, C, D, E? Pour la simple raison qu'il y a des éléments de dépendance au passé. Et à l'époque des machines à écrire, pour éviter que les différentes branches se croisent, on a trouvé une répartition optimale finalement des touches sur la machine à écrire. Et c'est resté finalement une vérité reproduite de génération en génération sur les ordinateurs encore aujourd'hui. Peut-être que les générations futures passeront à une autre forme d'analyse, mais les retombées historiques par rapport à tous les choix qui sont à faire restent à faire. Donc j'aurais tendance à plaider pour une rencontre peut-être renouvelée entre le Verstehen et la Klären, qui a été le point de départ, entre la compréhension et l'explication des phénomènes économiques, de considérer que faire feu de tout bois, de remettre le fait, notamment économique, à l'ordre du jour, de considérer que le fait a son importance pour le passage dans les faits stylisés, pour les formes de modélisation, peut aussi avoir son importance sur des modèles futurs, que ce soit de résolution de crise économique ou d'autres éléments qui nous touchent. Deux exemples par rapport à ça. La crise actuelle, où sans doute les leçons de l'histoire ont été analysées de façon relativement sans véritable contextualisation, par des choix sans doute idéologiques et de croyances fortes à une forme de finance suprême qui permettrait de gouverner les dynamiques économiques. Un autre point, une analogie peut-être sans paralogisme qui reviendra de façon très criante dans les années à venir. Est-ce qu'une forme de chute de l'Empire européen est envisageable à l'image de la chute de l'Empire romain, qui, pour les historiens présents, on date souvent la chute de l'Empire romain en septembre 416. Je pense que la chute a été plus complexe et à un moment donné sur des mécanismes qui se sont enchevêtrés. Par facilité, on a toujours tendance à dater les phénomènes. Je crois que c'est un processus qui est beaucoup plus long,
le fruit était pourri de l'intérieur depuis fort longtemps sans doute, et qui a amené par la suite à une chute des éléments. Je vais finir avec un dernier slide. J'en avais encore 2, mais je pense que le temps de la discussion est venu. Pour vous livrer, si jamais par anticipation vous aviez une question finalement sur ma propre vision de l'issue à la crise ou des politiques économiques à mettre en œuvre, alors je vais me défausser un tout petit peu. Je vais vous donner le sujet du bac ES de 2007. Alors peut-être par autosatisfaction ou autre, le sujet du bac ES de 2007, un des documents, c'est un écrit à moi, finalement, qui est un article que j'avais publié en 2004 sur la pauvreté au milieu de la surabondance. Et je souhaiterais juste finir là-dessus, qui vous donne peut-être ma propre vision de l'issue à la crise sur un certain nombre d'éléments, ou ce que je crois comme économiste qui serait utile de faire peut-être pour essayer, dans une dynamique sans doute forte en croyance keynésienne, pour essayer de trouver un retour à l'équilibre ou une sorte de dynamique économique. Alors je cite, en résumé, le retour à l'équilibre ne s'effectuera que par un accroissement du volume des salaires par rapport au revenu total. Seule une relance des salaires et de la consommation en général permettrait une relance de l'économie, une meilleure qualité de vie et une résorption du chômage. La réalisation du plein emploi suppose que les États utilisent les politiques fiscales et bancaires pour stimuler la consommation et les investissements privés. Il est peu probable que cela suffise, c'est pourquoi une assez large socialisation de l'investissement est le seul moyen d'assurer approximativement le plein emploi. Vous l'aurez compris, cela veut dire qu'il y a une intervention de l'État relativement forte, qu'il faut stimuler le privé par rapport à des créations de richesses et aussi inciter notamment le système bancaire non pas à se replier finalement sur une forme d'accumulation de capital ou de ressources financières, mais jouer son rôle d'intermédiaire et de prêteur aussi pour dynamiser et donner l'occasion à un certain nombre d'entrepreneurs de fonder leur projet, de mener leur projet sur le moyen et long terme et peut-être d'asseoir une forme de croissance économique pour les générations à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Claude. Et donc nous avons quelques minutes pour des échanges avec la salle, si vous avez des questions. Dans votre définition générale de l'économie, vous dites que l'économie a pour objet l'étude et l'explication de l'emploi, la répartition des ressources, etc. Mais pour qu'on puisse étudier l'emploi des ressources, encore faut-il que ces ressources existent. Est-ce que l'étude de la création des ressources ne fait pas partie de la définition de l'économie ? Qui va générer les ressources pour favoriser la... J'ai de la peine à saisir votre question au niveau de la définition générale. Qui va être producteur de ressources économiques au niveau des richesses qu'on peut mettre en œuvre, que ce soit des créations d'entreprises. Après, on trouve un certain nombre d'instruments qui permettent de générer des formes de monnaie, de transactions ou autres, qui permettent par la suite d'assurer un fonctionnement économique relativement stable, avec des innovations qui sont, à travers l'histoire, relativement fortes. On pourrait revenir sur des effets de troc, on peut revenir sur des introductions de monnaie. Tous ces éléments me paraissent également faire partie des ressources à mobiliser et à créer. Okay. S'il y a d'autres questions ? Et dans votre exposé, il est plusieurs fois apparu la notion de répartition des richesses. Enfin, c'est plus ou moins un des objets, des buts de l'économie. La croissance, la création de richesses et sa répartition. Alors, comme nous sommes maintenant dans un monde où la croissance, évidemment, est incertaine, elle l'est beaucoup plus que précédemment, comment combinez-vous la notion de répartition des richesses et de croissance ? Vous ne pouvez répartir
à mon avis, me semble-t-il, que ce que l'on crée de richesse. Et sans croissance, peut-on imaginer continuer à créer de la richesse? Les éléments sont très liés. Par rapport à la poule et à l'œuf, à un moment donné, la question que vous posez, à savoir est-ce que je peux générer de la croissance économique sans répartition, j'aurais tendance à dire que le point de départ est d'abord de générer de la croissance, tel qu'on le voit. La répartition est beaucoup plus aléatoire. J'avais cité à un moment donné les pays asiatiques. Je crois que ça pose un problème. J'aurais pu citer le Brésil également en termes de répartition de richesse qui pose des problèmes inégalitaires extrêmement importants. Mais je crois que le point d'ancrage le plus fort est de favoriser notamment l'innovation, les créateurs, les prises de risques, les entrepreneurs pour favoriser une répartition peut-être plus équitable. Alors, le sens de votre question par la suite, c'est qui va orienter une répartition plus équitable des richesses? Est-ce que c'est une remise en cause du système économique tel qu'on le conçoit aujourd'hui? J'ai de la peine à croire qu'on puisse imaginer un système économique, encore une fois, où que l'humain soit prêt à passer à un système économique autre que celui qu'on a construit autour des décennies passées ou des siècles passés et qu'on accepte comme le système finalement idéal de mode de fonctionnement. Alors, si je peux juste rajouter un petit mot, parce que je pense que la vraie question que vous posiez, c'était la différence entre croissance et développement. Et je me permets de faire un peu de publicité pour la séance du 29 avril, où cette question sera justement abordée, croissance, décroissance et développement. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question concernant les monnaies locales. Alors, je ne sais pas si c'est de... Je suis là. Pardon. Il y a 25 monnaies locales en France qui courent. Il y en a 25 en gestation. Alors, peut-être que c'est un peu hors sujet. J'aimerais bien avoir votre opinion, votre sentiment sur la pérennité des monnaies locales ou de la solution des monnaies locales en France. Ce que je peux vous répondre en termes très généraux, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être sous-estimé l'importance de ces différentes monnaies qui ont pris, que ce s'appelait monnaie ou devise, par rapport à l'exemple que j'avais pu donner par rapport à les bitcoins, qui ont eu finalement un développement extrêmement fort d'un point de vue purement lié à l'informatique, un certain nombre de transactions possibles. En temps d'avenir tel que c'est présenté aujourd'hui par rapport aux banques centrales, la Banque de France est extrêmement réticente par rapport à des formes de nouvelles formes de monnaie. D'autres pays sont sans doute réticents également par crainte de leur propre survie, finalement, de leur acte de monnaie. Ça peut être, sur le long terme, en l'état actuel, par rapport aux lectures ou ce que j'ai pu analyser, c'est présenté encore comme un effet finalement éphémère. J'ai les chiffres en tête pour le Bitcoin qui avait été considéré comme 12 millions, l'équivalent de 12 millions en circulation, sachant que le PIB de la France est 2000 milliards sur un certain nombre d'éléments. C'est encore une goutte d'eau, mais qui peut se développer. S'il y a une sorte de volonté ferme de faire abstraction de tout intermédiaire financier, ça peut être sur un site particulier, sur des villes particulières, ça peut être des échanges tout à fait appropriés. Et je crois que des exemples tels que vous les citez, il y en a qui fonctionnent, que ça devienne quelque chose de beaucoup plus global, national, qui puisse détrôner un certain nombre de monnaies en place aujourd'hui. Je crois que là, c'est relativement précipité pour l'avancer, mais sur des sites particuliers, je verrais ça comme des possibilités pour des communautés à finalement introduire des formes de compensation, de réglementation qui sont tout à fait appropriées. Voilà, bonsoir. Je voulais juste rajouter, en tant que prof d'anglais, ce que vous avez dit sur la langue unique. Alors, je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a la langue générale dont vous avez parlé aujourd'hui qui s'appelle le globish. Et si on voyage un petit peu, on voit très bien que quand on voit des Indiens ou travailler dans un groupe où tout le monde parle anglais, ils vont parler la langue, j'allais dire, économico-scientifique, mais ils ont par ailleurs leur langue anglo-indienne qui s'appelle l'English,
Aux États-Unis se développe de plus en plus le Spanish English, si vous voulez, puisque on sait que aux États-Unis, l'espagnol devient presque la première langue, va pas tarder à devenir la première langue. Et là, je voulais juste insister sur un point très important, je crois que vous avez dit, plus encore vers la fin, sur le côté social. Et là, je voudrais insister sur le côté social de la langue aussi. On a parlé beaucoup de plasticité du cerveau, mais on parle beaucoup aussi de plasticité des langues, où la langue anglaise, telle qu'on la voit, et on voit très bien aujourd'hui chez nous comment ça se passe, où les jeunes font de la musique, ils font plus de musique française, ils écrivent en anglais, parce qu'ils sentent l'anglais autrement. C'est-à-dire que on sait que socialement, chaque société a plus qu'une langue. Rien qu'en Alsace, je vois entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, l'Alsacien, il parlait différemment. Il y a à chaque fois à l'intérieur de la langue le dialecte. Et à l'intérieur de l'anglais, c'est pas un anglais uniformisé. On appelle ça le globish, qui est je le répète, qui est l'anglais comme économico-social, j'allais dire. Il a une socialisation, mais elle n'est pas sociale en quelque sorte. C'est que chacun va faire son langage à lui. Deuxième point, je voulais reparler encore de cette recherche dont vous avez parlé, où il me semble que dans toutes les disciplines actuellement, justement par l'importance de la connaissance des étudiants, des jeunes qui ont des licences, des doctorats, on a une espèce de centration à l'intérieur, et on voit plus ce qui se passe à l'extérieur, et on le retrouve dans toutes les disciplines, qu'elles soient économiques, sociales. C'est quelque chose qui revient régulièrement lorsqu'on entend parler des spécialistes. On devient à l'intérieur, on a une espèce de spécialisation intérieure, et à côté de ça, on vit et l'économie et le social autour. Et je voulais aussi encore revenir, comme je suis une grande voyageuse et que je voyage énormément en Asie et que je vois l'évolution de l'Asie. Alors les riches, c'est vrai, deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, mais on voit quand même au niveau du continent asiatique l'importance du tourisme dans tous ces pays, et où les pauvres sont nettement moins pauvres qu'avant. Mais on le sait très bien que c'est un problème d'infrastructure, ce qui pose un gros problème actuellement en Inde et au Brésil, où il n'y a pas de structure, alors que les Chinois, eux, construisent d'abord les structures et peuplent après seulement leur ville, d'après ce que j'ai compris. Et que Bombay, par exemple, explose. Et je vous renvoie à un film qui s'appelle The Lunchbox, je ne sais pas si vous l'avez vu, certains parmi vous. On voit comment une société indienne, où ça grouille, où il y a un monde incroyable, les gens arrivent socialement, alors je reprends le mot social que je disais tout à l'heure, les gens arrivent socialement à quand même livrer les différents repas dans un Bombay inouï, parce qu'ils sont végétariens, ils sont etc., etc. Il y a la classe sociale à l'intérieur du pays qui va gérer l'économie autrement. Voilà. Alors je pense que l'importance du social, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et aujourd'hui surtout, où on a toute cette économie solidaire dont on parle énormément, les épiceries solidaires, l'économie solidaire, qui prend de plus en plus d'importance avec tout ce que ça a aujourd'hui de réponse à l'égoïsme ou l'altruisme, la bienveillance vers l'autre se développe aussi. Voilà, je résume un petit peu tout, quoi, mais un petit peu de tout là-dedans. Ouais. Merci. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a vraiment des éléments de réponse par rapport à votre deuxième point. C'était sans doute tout ce qu'on appelle, que ce soit l'informel ou le capital social qui joue dans un certain nombre de solidarités qui se mettent en place. Sur le premier point, au niveau linguistique, c'est un vrai problème de communication, puisque la langue de base ou la langue maternelle a tendance à disparaître, sur laquelle on peut construire. Et pour certains éléments, je prends le côté des États-Unis, je connais aussi relativement bien. C'est vrai que les gens grandissent en bilingue pur, que ce soit en Floride ou ailleurs. Mais on aura l'occasion peut-être d'en... Oui, il y a plein d'accents qui... Je suis tout à fait d'accord avec la dernière partie de votre analyse concernant l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, le 11 mars, nous aurons une séance sur Face à la pauvreté, l'économie sociale et solidaire. Merci. D'abord, merci beaucoup, parce que c'était très clair. Moi qui ne suis pas économiste, j'ai réussi à suivre un peu. Et ce n'était pas que économique. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Je disais juste merci pour le moment. Je vais essayer de parler plus fort. J'avais 3 questions. D'abord, sur la réglementation de la finance, vous avez dit entre deux qu'il aurait fallu aller plus loin dans ce qu'il a été fait, que ce qui a été fait a permis d'éviter une catastrophe, si je vous ai bien suivi, mais qu'il aurait fallu aller plus loin. J'ai essayé de comprendre un article récent d'Orléans dans Le Monde qui disait aussi un peu la même chose, enfin, en tout cas qui critique les démarches notamment de l'OCDE ou du G20, enfin, sur les réponses à la crise financière. Donc je voulais savoir ce que vous
pensiez de tout ça. Vous avez parlé de la chute de l'Empire, ça m'avait fait penser aussi à un ancien bouquin d'Emmanuel Todd qui parlait de la chute de l'Empire américain. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et vous avez aussi parlé de la nécessité de prendre en compte l'histoire dans l'analyse de l'économie, et je me demandais comment vous pensiez réconcilier ça avec justement cette globalisation, la nécessité d'utiliser un langage commun qui serait le globish, là, justement. Alors que, historiquement, si j'ai bien compris, les théories économiques sont très liées justement au terrain historique. Les théories en Allemagne ou en France ou en Angleterre ne sont pas les mêmes parce qu'elles émanent d'un terrain, d'une terre différente. Et je me demandais comment vous voyez cette évolution aujourd'hui où il faut penser global. Alors, sur l'aspect financier, peut-être que Thierry dira que André Orléans viendra, donc il pourra peut-être répondre de façon à une séance plus approfondie. Mais c'est un élément important. Mais là-dessus, ma position, sans aller trop en avant, c'est uniquement de dire que par rapport à l'économie, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits de sauver un système. Aller plus en avant, c'est d'aller au bout des convictions, des croyances et de l'idéologie par rapport à des groupes des lobbying ou des groupes de pression divergents qui, pour un but qui est peut-être pas nécessairement le même. C'est toujours un problème d'intérêt, de relation de pouvoir forte. Est-ce que vous soutenez les aspects financiers ou est-ce que vous soutenez finalement une autre forme d'économie dans les modes de régulation du système? Et là-dessus, sans doute qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les autres séances où vous pourrez en discuter. Sur la chute de l'Empire, d'accord, avec le projet d'Emmanuel Todd, là aussi. Sur l'idée, c'est systématique, revenir sans paralogisme sur un certain nombre de réalités historiques qui, ma foi, ont eu lieu et sur lesquelles on peut finalement prendre appui pour essayer d'avoir une vision un peu plus claire, peut-être plus efficace d'une situation actuelle. Et mon point d'ancrage ou de critique a été relativement fort en disant que, étant dans l'instant, dans l'immédiateté, on oublie sans doute trop souvent cette prise en compte d'un certain nombre de phénomènes historiques. Alors ma bataille par la suite, mais j'ai malheureusement pas pu avancer dans les slides, notamment sur les travaux d'inspiration cliométrique, à cette volonté-là, d'essayer de lier notamment les faits avec les faits stylisés, d'avoir une approche sur l'histoire économique nourrie de la théorie économique, même si elle est diverse par rapport au pays. Vous avez vu dans mon exposé, l'économie a été obligée à un moment donné de se construire un socle sur un certain nombre de prémices acceptées comme vraies, que ce soit l'individu rationnel, l'utilité individuelle qui, à un moment donné, utilisée de façon efficace, aboutit à une sorte d'utilité ou de maximisation collective. Tous ces éléments, si vous le mettez dans une situation de contextualisation telle que vous le présentez, c'est vrai que dans l'absolu, chaque pays a sa propre dynamique. Et c'est là la position opposée telle que je l'aurais. Comment interpréter finalement des cultures, des pratiques diverses de pays avec des spécificités qui sont ce qu'elles sont. Peut-être dans les générations à venir, on est en train, on souhaite construire, que ce soit sur toutes les politiques alimentaires ou de comportement, un monde globalisé où nous serions tous dans une tendance de same way thinking. Mais est-ce que c'est ça, finalement, l'objectif de la société? Je me permettrai juste de revenir sur un tout dernier point, mon tout dernier slide, qui va peut-être répondre à un moment donné sur les questions que vous vous posez. La toute dernière ligne que je me suis posée moi-même, quel monde et quelles croyances laisserons-nous finalement à nos enfants ? Puisque c'est finalement les seuls sur lesquels nous sommes prêts, en termes économiques, de faire tous les sacrifices, enfin pour la plupart d'entre nous. Et j'ai rajouté ceteris paribus, pour la simple raison, toute chose égale par ailleurs, puisque tous les modèles économiques, par ce moment, ont fini systématiquement par toute chose égale par ailleurs. Sachant qu'à un moment donné, il faut bien que vos enfants représentent vraiment la possibilité de faire le sacrifice pour construire le monde de demain. Merci. Bonjour. Je vais me lever comme ça, vous voyez bien où je suis. Merci d'abord pour votre présentation qui pose beaucoup de questions épistémologiques et c'est ça que je trouve intéressant. J'aimerais vous interroger non pas sur quelque chose que vous avez dit, mais quelque chose que vous n'avez pas dit et qui me semble révélateur.
vous avez réfléchi à la définition de l'économie et à aucun moment vous n'avez parlé de nature et d'écologie. Or, l'écologie et l'économie ont au moins en commun l'oikos, donc la demeure. Et ma question que je vous pose est la suivante. Est-ce que dans le modèle orthodoxe économique actuel, on n'a pas la croyance d'une certaine indépendance du milieu économique et du milieu naturel qui nous mène à demeurer dans des systèmes productivistes, consuméristes, croissancistes, qui sont complètement déconnectés des réalités naturelles. Et dans les faits que vous avez relevés tout au début, vous avez fait une liste des faits intéressants sur l'économie en année 2013, et il n'y en a pas un seul qui a trait à l'écologie ou à la nature. Or, il s'est passé une chose importante en 2013, par exemple. Pour la première fois, nous sommes au-delà des 400 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Bon, vous connaissez le rapport de Nicolas Stern qui dit que si on n'investit pas aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique, ça coûterait entre 5 et 20% de PIB dans le futur, mais c'est pas entendu. Donc voilà, ma question, est-ce qu'on n'a pas là une croyance fondamentale qui en l'occurrence, si on regarde la réalité, est très facilement battue en brèche? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que sur les aspects écologiques et environnementaux, c'est un élément fondamental qui est maintenant pris en considération. Juste pour mon excuse, à un moment donné, sur un des slides, mais je n'ai pas pu le développer, j'ai parlé du capital environnemental qui, à un moment donné, me paraissait important en termes des interrogations scientifiques des économistes et qui était sans doute un des points d'ancrage les plus importants. Et là-dessus, tout ce que vous dites a été extrêmement important. Sur les choix des 10 faits et autres, encore une fois, ça a été sans doute lié à mes propres centres d'intérêt immédiats, ou du moins de la sélection que j'ai dû faire au niveau des faits. Mais cet aspect environnemental, je crois qu'il est véritablement présent au niveau de la définition, mais ce qui vous montre également, ce qui est, quand vous faites une petite introduction de l'économie en 1 heure sur un certain nombre d'éléments, sur les raccourcis obligatoires que vous êtes obligé de prendre, et qu'une définition même de l'économie est évolutive dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, cet aspect capital environnemental sera crucial, du moins pour le XXIe siècle ou pour l'avenir. Ça l'était sans doute beaucoup moins quand on était au XIXe siècle en train d'exploiter toutes les mines de charbon pour essayer de générer peut-être une richesse et de la croissance différente. Donc les définitions sont aussi évolutives. Et tout mon problème par rapport à la diapositive que je vous donnais, c'est peut-être aussi le point de départ en vous disant l'économie pour la définir, c'est un mot qui chante plus qu'il ne parle, pour la simple raison que chacun finalement s'y retrouve dans le concept économique, mais il met finalement une définition qui le concerne ou qui le justifie en fonction de ses intérêts propres ou des intérêts du moment en général. C'est lié aussi à l'explosion finalement au niveau scientifique, parce qu'il y a plein de travaux maintenant en économie de l'environnement aussi qui sont peut-être déconnectés d'autres formes de recherche en économie et qui mériteraient d'être fusionnées en une sorte de science générale, globale, mais qui est, ma foi, je crois, difficile à synthétiser. Et la synthèse est peut-être encore à faire. Merci. Et pour une dernière question? Oui, je voulais vous poser une question sur la question que vous posez justement sur l'écran. La dernière question, vous parlez de croyance et de sacrifice. Je pense que c'est peut-être lié à des options religieuses, etc. Mais peu importe. Je voudrais savoir, d'après vous, quelles sont les croyances que nous ne devons surtout pas transmettre à nos enfants si nous voulons éviter le pire. Parmi toutes les croyances que nous avons reçues, que vous avez reçues quand vous étiez jeune, quelle est celle que vous transmettrez le moins à vos enfants? Excusez-moi de vous poser cette question, mais elle est provoquée parce que vous l'écrivez sur l'écran. Quelle croyance laisserons-nous à nos enfants? Quelle est la croyance déjà qu'il ne faudrait surtout pas leur transmettre, compte tenu de ce qui a changé dans le monde depuis que nous avons nous-mêmes été des enfants? Difficile. Moi, j'aurais tendance à dire aux miens, quand même, ça c'est une question même très personnelle, des valeurs de respect d'autrui. Et peut-être les croyances à pas transmettre, c'est de croire que l'autre est finalement mais c'est très religieux, et le mal, et que l'autre finalement est toujours le mal, ou le côté, j'ai tendance à le dire, ou le côté obscur de la force, et de leur transmettre plutôt le côté lumineux. C'est une croyance que vous renonceriez à transmettre? Non. La croyance que je renoncerais à... Non.
Oui. Par rapport à la société actuelle, où ce qui était le fruit de mon discours quand même, c'est de dire évite de penser par rapport à... Mais c'est une autocritique au fondement, que ce soit de l'économie ou de la société actuelle. Évite de penser trop en termes individuels ou individualistes et essaye de construire une société qui serait plus collective, qu'on a toujours tendance à dire. Dans 50 ans, on sera tous morts. Donc à un moment donné, sur un certain nombre d'éléments, c'est peut-être beaucoup plus des valeurs de solidarité et d'unité à transmettre et de le dire. Ne t'enfuis pas dans cette stratégie qui est poussée d'un point de vue politique ou voulue peut-être par les populations, d'individualisation poussée à outrance. En même temps, ne pas le faire, est-ce qu'on peut survivre dans une société de plus en plus concurrentielle, individualiste ou autre? Peut-être que c'est celle-ci. Sans doute. Donc, Générer des besoins et l'individualisation des besoins. Okay. Merci beaucoup Claude. Et on vous donne donc rendez-vous dans une semaine au Palais universitaire avec une conférence d'un format un peu différent puisque ce sera une table ronde sur la thématique argent et religion, font-ils bon ménage? Très bonne soirée. Merci.